Les élections américaines se sont terminées. C'était le moment pour les candidats de présenter de manière impartiale les raisons pour lesquelles les électeurs devaient voter pour eux. Il revient également aux électeurs de se renseigner sur les différents enjeux sociaux et géopolitiques afin d'élire la personne qui, selon eux, convient le plus à résoudre ces problèmes. Je plaisante. C'était l'heure pour les candidats de lancer leur stratégie de propagande et aux électeurs de se faire manipuler en pensant qu'ils sont en total contrôle de leur choix. Voyez la politique comme un jeu de cartes. Tous les coups sont permis. Et la propagande fait partie du jeu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du scandale de Cambridge Analytica et de l'ingérence russe durant les élections américaines de 2016. La propagande a toujours été étroitement liée à la politique, mais depuis 2010, l'utilisation de bots pour la propagande, notamment pour les élections, est monnaie courante. Sur 48 pays analysés, tous avaient au moins un parti politique ou une agence gouvernementale utilisant ces plateformes pour manipuler l'opinion publique. Cela peut venir de raisons tout à fait légitimes, comme des agences gouvernementales menacées par la désinformation propagée par des gouvernements étrangers. En 2015, l'armée britannique a annoncé que sa 77e division allait, je cite, « se concentrer sur des opérations psychologiques non létales en utilisant les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter pour combattre les ennemis en reprenant le contrôle de la narration à l'ère de l'information. » Et ils ne sont pas les seuls. La propagande des États démocratiques s'étend au-delà de leurs frontières pour combattre l'extrémisme, les fake news ou les opérations des pays étrangers. Cependant, certains ont des raisons moins bienveillantes. Les États autoritaires, eux, vont propager des informations pour étouffer les détracteurs, mais ils vont surtout censurer autant que possible. Le schéma classique par ces gouvernements est le suivant. Commenter les posts sur les réseaux sociaux, viser des individus spécifiques, comptes, pages web ou applications soutenues par des gouvernements, faux comptes et propagande computationnelle, et enfin, création de contenu. Commenter les posts, les gouvernements ou partis politiques ont 3 solutions. Interagir avec des commentaires positifs, négatifs ou neutres. Israël, par exemple, a une position stricte d'interaction positive avec ses détracteurs. Le Mexique, ou plutôt des entités payées par son gouvernement, vise et harcèle les journalistes avec des commentaires négatifs. L'Arabie Saoudite, quant à lui, spam de commentaires neutres des publications ou hashtags viraux. La forme la plus courante pour l'attaque personnelle est le harcèlement. C'est bien la forme la plus dangereuse de ces groupes, car elles peuvent inclure des menaces dans la vie réelle et avoir un impact conséquent. Par exemple, la journaliste finnoise Jessica Haro, qui a reçu une série d'emails abusifs, a été traitée de dealeuse de drogue sur les réseaux sociaux et a été moquée dans une vidéo YouTube. Cela s'est produit après son investigation sur des comptes pro-russes qui postaient une série de publications abusives sur les réseaux. Les organes officiels des gouvernements peuvent être relativement actifs sur les réseaux sociaux. Nous avons déjà évoqué le gouvernement britannique, avec une petite présence sur Facebook et Twitter, mais il y a également Israël, qui cumule plus de 350 comptes gouvernementaux officiels et en plusieurs langues, langue hébraïque, langue arabe et langue anglaise. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il existe également une vaste variété d'applications, blogs ou sites internet officiels. En Équateur, le gouvernement a lancé un site web appelé Somos Plus pour investiguer et répondre aux utilisateurs des réseaux sociaux qui critiquent le gouvernement. Le site web envoie des notifications aux abonnés du site quand une personne critique le gouvernement, ce qui permet aux supporters pro-gouvernementaux d'attaquer directement les détracteurs. Concernant les faux comptes, voilà l'un des phénomènes dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Une multitude de comptes gérés par des humains et automatisés ou par des machines censées reproduire les comportements humains. Et avec plusieurs centaines, voire milliers d'entre eux, un phénomène se produit. Ce phénomène, c'est l'astrosurfing. Le principe est simple.
Il suffit que quelques utilisateurs, des bots par exemple, tweetent sur le même sujet. Leur hashtag finira par être visible dans les trends Twitter et sera visible par d'autres utilisateurs qui vont republier à leur tour les tweets et ainsi propager l'information. C'est ainsi que plusieurs médias ont reporté des acteurs gouvernementaux utiliser ce moyen de propagande comme l'Argentine, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Mexique, les Philippines, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, la Syrie, la Turquie et le Venezuela. La création de contenu passe par les blogs, les vidéos YouTube, les fake news, les images ou encore les memes. Au Royaume-Uni, la création de vidéos YouTube contenant des messages persuasifs dans le cadre d'une opération psychologique sert à dissuader les musulmans britanniques de partir en Syrie. Vous savez maintenant comment la propagande est effectuée sur Internet, notamment par ces agences gouvernementales. Car la propagande est fréquente. Elle est fréquente, mais elle est aussi constante, car elle peut se faire tout au long de l'année. Pour vous, c'est un problème, car vous ne savez plus où donner de la tête, et finissez par faire des choix qui sont en contradiction avec vos valeurs. Pour nous, les masterminds, ce n'est qu'un aperçu de ce que nous sommes capables de faire. Et pour vous en donner une idée, laissez-moi vous parler des élections américaines de 2016. Le 8 novembre 2016 ont lieu les élections présidentielles des États-Unis. En début d'année démarrent alors les campagnes présidentielles des candidats. Ils commencent par s'inscrire comme candidats à l'administration américaine, puis montent leur équipe de campagne, avec par exemple un directeur des finances, de la communication, etc. C'est le rush pour chaque groupe, afin de hisser au sommet leurs prétendants ou prétendantes au poste de président. Alors, tous les coups sont permis. Les bots politiques, donc les bots servant à propager des idées à des fins politiques, manquent de régulation, et pas qu'aux États-Unis. Pourquoi ? Prenez les publicités. Pour pouvoir être diffusées, elles doivent passer certains critères standards de véracité. Ce n'est pas le cas des discours politiques. Aussi, la Commission fédérale des élections a exclu toute forme de communication sur Internet de sa définition de communication publique. Sauf dans le cas où le publicitaire paye sa publicité sur un site Internet. En somme, les bots ne sont pas interdits. C'est même une membre haut placée du Parti républicain ayant travaillé sur plusieurs campagnes politiques qui le dit. Oui, absolument, c'est une tactique commune, à la fois dans les campagnes présidentielles et plus bas dans l'échelle. Les bots sont une tactique parmi d'autres et ne sont pas illégaux. La membre en question partage aussi son scepticisme en disant que, selon elle, c'est une perte de temps et une distraction, car les likes et les retweets ne valent pas des votes. Ah ma chère, tes collègues ont l'air d'avoir mieux compris le principe que toi, car voilà ce qu'il ressort auprès des autres collaborateurs de campagne. Le but des bots politiques est de créer un effet de mode, de créer des fausses tendances sur les réseaux sociaux en propageant des hashtags et en voyant l'opinion de l'opposition. En effet, plus une personne voit une info, et plus elle aura tendance à la trouver importante. C'est ce que l'on appelle l'agenda settings. Sélectionner des sujets et les mettre en avant dans les médias tellement fréquemment que les gens pensent qu'elle est plus importante. C'est donc l'un des objectifs de ces bots. Cependant, pour mettre les sujets en avant, encore faut-il pouvoir les mettre sur la table. Et c'est là que la personnalité d'un individu en particulier entre en scène. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate. Selon un stratégiste digital de l'équipe de Trump, le but était de tourner le concept autour de lui. Selon cette personne, sa stratégie était que tout allait tellement vite que les médias et les gens ne pouvaient plus suivre le rythme. On comprend maintenant pourquoi elle disait qu'il n'aurait pas pu faire ressortir sa voix sans les réseaux sociaux. No, I think I wouldn't be here if I didn't have social media. Well, But the media is fake. And frankly, if I didn't have social media, I'd have no way of getting out my voice. Do you know what you told me a long time ago when I asked why you keep saying fake media? Yeah. You said to me, I say that because I need to discredit you so that when you say negative things about me, no one will believe I don't you. have to discredit you. But that's what you You've told me. discredited yourself. Vous l'aurez compris, les bots servent de haut-parleurs. L'objectif est de propager un message le plus loin possible. Mais pour cela, encore faut-il que le message soit efficace. C'est là qu'un nouvel intervenant se révèle être particulièrement utile.
À l'ère de l'information, il est aujourd'hui fréquent d'avoir dans ses équipes des spécialistes en analyse de données. Il est important pour toute l'équipe de campagne de comprendre à qui il s'adresse, que ce soit les stratégistes en communication, les directeurs de campagne ou encore les candidats eux-mêmes. Parmi les candidats, 2 d'entre eux, Ted Cruz et Donald Trump, avaient dans leur équipe la même entreprise d'analyse de données. J'ai nommé Cambridge Analytica. La technique de Cambridge Analytica est simple. Mettre le bon message devant la bonne personne au bon moment. Enfin simple. Encore faut-il les données pour pouvoir le faire. Mais ce n'est pas un problème pour la firme. Tout d'abord, il y a Alexander Kogan, un chercheur qui a créé une app sur laquelle les gens passaient des tests psychologiques. Aux États-Unis, il est fréquent que les 15-30 ans répondent à des questionnaires pour recevoir quelques dollars en retour. Et c'est ce que proposait Kogan avec son application. Plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs ont passé les tests et été payés pour ça. Donc jusqu'à présent, rien d'illégal. Mais quel est le problème alors? Le problème, c'est que pour être payé, ces personnes devaient se connecter via Facebook et donc utiliser un pont entre l'application de Kogan et Facebook. C'est ce qu'on appelle une API. Cependant, une faille dans l'API permettait de récupérer les données des amis des utilisateurs en plus des leurs, notamment leur historique de likes. Et c'est comme ça qu'on passe de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs à plusieurs dizaines de millions. Certaines sources montent jusqu'à 87 millions de comptes récupérés grâce à cette méthode. Et en quoi est-ce un problème qu'ils disposent autant de données sur vous? Ah là là, il faut tout vous expliquer. Cambridge Analytica utilise des technologies dans 3 domaines différents. Les sciences comportementales, l'analyse de données et finalement la publicité ciblée. Aujourd'hui, segmenter son audience par géographie, par genre ne suffit plus. On ne va plus vous caractériser selon des éléments démographiques et généraux, mais selon des éléments individuels, votre personnalité, vos valeurs, vos intérêts, etc. C'est ce qu'on appelle la psychographie. But equally important, or probably more important, are psychographics. That is an understanding of your personality, because it's personality that drives behavior, and behavior that obviously influences how you vote. Le but ici est de définir un message ciblé pour une catégorie d'individus qui se ressemblent sur leur personnalité. Un des modèles les plus connus en psychologie est le modèle Ocean, permettant d'évaluer votre personnalité en 5 catégories principales. Ocean being an acronym for openness, how open you are to new experiences. Conscientiousness, whether you prefer order and habits and planning in your life. Extroversion, how social you are. Agreeableness, whether you put other people's needs and society and community ahead of yourself. And finally, neuroticism, a measurement of how much you tend to worry. So, for a highly neurotic and conscientious audience, you're going to need a message that is rational and fear-based or emotionally based. In this case, the threat of a burglary and the insurance policy of a gun is very persuasive. Il faut pour cela connaître le sujet du message et savoir à qui le transmettre. C'est là que l'analyse de données intervient. En plus des formulaires comme nous l'avons vu, ils peuvent également utiliser les données des équipes de campagne présidentielles. Le but est ensuite d'interpréter ces données pour comprendre mieux la population cible. But if we select some segments within this matrix, it becomes even more powerful. In this case, we've zoned in on a group we've called persuasion. These are people who are definitely going to vote, to caucus, but they need moving from the center a little bit more towards the right in order to support Cruz. They need a persuasion message. And we can look at this group of about 45,000 people, and we can see that the mean personality is very low in neuroticism, quite low in openness, and slightly conscientious. We use machine learning to fill in the blanks, if you like, to interpolate and extrapolate, to take those unlabeled data points and then make predictions about everyone in the population, about what sorts of products and services are in the market for, about what sorts of messaging they're going to engage with. We can segment further. We can look at what issue they care about. Gun rights I've selected. That narrows the field slightly more.
And now we know that we need a message on gun rights, it needs to be a persuasion message, and it needs to be nuanced according to the certain personality that we're interested in. And we can see where these people are on the map. Cambridge Analytica en dit peu sur sa manière de traiter les données, et ainsi faire des prédictions. Voici cependant une façon possible de le faire. By having hundreds and hundreds of thousands of Americans undertake this survey, we were able to form a model to predict the personality of every single adult in the United States of America. Comme Alexander Nix le dit, c'est comme ça qu'ils arrivent à créer un modèle de chaque adulte aux États-Unis. Mais pour cela, il faut combiner les données avec le modèle Ocean. « 270 000. C'est le nombre d'utilisateurs qui ont, dans l'application créée par Kogan, répondu au questionnaire de personnalité et donné leur historique de like. En prenant ces 270 000 historiques et en les faisant matcher avec les réponses du modèle, nous pouvons entraîner un algorithme de machine learning à prédire vos traits de personnalité. Je l'expliquais déjà dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir. En théorie, le processus est simple. On donne 90% des likes et traits de personnalité à l'algorithme et on lui demande de prédire, de deviner donc, les traits de personnalité des 10% restants. Une fois que le modèle est entraîné, il dispose d'un outil pouvant prédire la personnalité d'un individu juste avec des likes. Et que se passe-t-il une fois que vous avez les données volées de plusieurs millions de personnes, incluant leurs likes? La suite n'est que spéculative, mais avec les outils à disposition sur Facebook, ils peuvent par exemple cibler les utilisateurs selon leurs adresses mail ou selon leurs intérêts avec les pages qu'ils suivent ou encore avec les utilisateurs similaires nommés lookalikes. Et c'est là que la publicité ciblée, leur troisième et dernier domaine, intervient. Il ne reste plus qu'à créer le message adapté à chaque trait de personnalité pour avoir un maximum d'efficacité. Cambridge Analytica s'est finalement fait attraper, mais je peux vous garantir que ces équipes sont de vrais masterminds. Il y a cependant un dernier acteur qui a joué un rôle important dans ces élections. Et il s'agit de la Russie. Le FBI, la NSA et la CIA ont, après les élections, étudié l'implication de la Russie dans l'événement. Et les résultats individuels sont assez similaires. Voilà ce qu'ils racontent. Donc en fin 2015, les bots qui faisaient déjà de la propagande des actions de la Russie en Ukraine se sont subitement mis à soutenir Trump. En parallèle, entre juillet 2015 et juin 2016, un groupe de hackers s'est introduit sur le réseau du gouvernement. Plus précisément, du parti de Clinton, pour y voler des infos. Ils ont ainsi volé des documents confidentiels, ainsi que des emails qu'ils ont ensuite fait publier sur Guccifer 2.0, DCLeaks et Wikileaks. Le but était de décrédibiliser Clinton. Mais pourquoi est-ce que les Russes voulaient absolument l'avoir tombé? Eh bien, depuis longtemps, Poutine l'accuse d'incitation à des protestations à l'encontre de son régime. Clinton est une menace à éliminer. Durant la même période, la télévision nationale russe, Russia Today, et sa branche anglophone, diffusée aux USA et en Angleterre, s'est vu diffuser des infos à l'encontre de Clinton. Bref, je pense que vous avez compris. Ce qui va particulièrement nous intéresser ici, c'est une des agences nationales de Russie qui est impliquée. Il s'agit de l'agence de recherche de l'Internet, plus connue sous le nom de Fermatrol. La Fermatrol est connue dans le milieu de la propagande russe, et pour cause. Plusieurs milliers de personnes y travaillent pour y gérer des comptes sur les réseaux sociaux. On peut les reconnaître, entre autres, car les heures de publication des bots correspondent étrangement bien aux heures de travail russes. Oui, c'est une des manières que l'on identifie les hackers ou les gestionnaires de bots dans les pays étrangers. Bref, ce sont 2752 comptes Twitter qui ont été identifiés par le gouvernement américain pour finalement être désactivés. Une étude a révélé qu'il y en avait potentiellement bien plus, mais que dans tous les cas, la propagation de leur message est un succès. En effet, c'est plus de 3,5 millions de tweets qui ont été propagés, et juste par ces comptes.
Et concernant les orientations politiques des bots en question, ils sont conservateurs et démocrates. Et pourquoi promouvoir deux partis politiques alors que la Russie est contre l'une des têtes d'affiche de l'une d'entre elles? Cela ne tient qu'à un seul mot: la polarisation. Ce qu'on veut, c'est voir les citoyens s'affronter et ainsi déchirer le corps démocratique du pays. Le 21 mai 2016, soit 6 mois avant les élections, se tenaient deux manifestations à Houston près d'un centre islamique. Deux groupes s'affrontaient, Heart of Texas et United Muslims of America. Le premier pensait que le centre islamique ouvrait une nouvelle bibliothèque financée sur fonds publics, ce qui était faux. Le deuxième était une contre-manifestation pour protéger le savoir islamique. Durant les manifestations, aucun débordement. Mais l'un des participants texans se plaignait que les organisateurs du groupe ne soient pas présents sur les réseaux sociaux. Et pour cause, ils étaient à 9000 km de là, dans les bureaux de l'IRA. Au final, c'est de cette manière que Trump a réussi à toucher plus de monde, dans les États les plus importants. Aux États-Unis, ce sont les grands électeurs qui votent réellement. Il y en a environ 500 et sont répartis proportionnellement selon la population de chaque État. Plus un État est peuplé, et plus il aura de grands électeurs. Donald Trump a touché des États qui en avaient le plus. Si vous pensez que vous aviez le libre arbitre durant des votations, sachez que vous n'avez qu'à moitié raison. Alors qu'on vous fait croire que vous avez le pouvoir, la démocratie équivaut souvent à la liberté de choisir entre un dictateur et un autre. Qu'il en soit ainsi. Après tout, vous êtes bien moins méfiant lorsque vous pensez avoir les cartes en main. Et surtout, si vous imaginez mener la partie. Alors que derrière, c'est nous qui sommes ceux qui choisissons les cartes à votre place. Mesdames et messieurs, je suis Mastermind du Secret Media pour vous desservir. Et n'oubliez pas, vous n'avez aucun secret pour nous.